Alors bonjour à toutes et tous. Deuxième test micro, on va commencer comme 14 heures arrivent. Je ne vois pas de remarque particulière, c'est que tout doit fonctionner correctement, je pense. Parfait, merci des retours dans le public. Je vais commencer doucement le temps que les derniers s'installent, mais aujourd'hui donc on est là. Donc Simon Corteville, donc moi je travaille au sein de l'ANA, donc à l'Agence nationale de l'habitat, au sein de la direction de l'expertise et des politiques publiques, et je vais vous parler aujourd'hui donc de la mise en place de mon accompagnateur Rénov. Mon accompagnateur Rénov, ça va être assez rapide en une demi-heure. Donc d'ores et déjà, avant de rentrer dans le vif, je peux vous inviter pour celles et ceux qui n'ont pas été connectés à pouvoir suivre les présentations qui ont pu être faites et organisées par mes collègues du ministère le 26 janvier dernier. Une présentation plus globale et poussée sur l'accompagnateur Rénov, plutôt en une heure complète, mais l'enjeu donc va être aujourd'hui de reprendre les quelques grandes lignes et de pouvoir répondre à quelques questions. Donc essayez de prendre un peu de temps pour les questions, ça va être rapide, donc n'hésitez pas à les préparer un peu en amont. Donc mon enjeu aujourd'hui va être de pouvoir, alors je vois qu'il y a encore un peu de monde qui arrive, donc je démarre lentement, mais mon enjeu va être de pouvoir dresser rapidement le panorama sur l'accompagnateur Rénov, aussi les prochaines étapes qui vont arriver, les grands principes clés qui vont structurer l'agrément des futurs accompagnateurs Rénov et les missions derrière que pourront réaliser ces accompagnateurs. Donc peut-être dans un premier temps, d'où est-ce qu'on vient avec mon accompagnateur Rénov, et c'est vraiment là le cadre, quel cadre qui a incité à la mise en place de l'accompagnateur Rénov. Alors premièrement, c'est sur le sujet d'accélération de la rénovation énergétique, donc pour tous les enjeux que l'on sait, à la fois climatique, mais également en termes de confort, de lutte contre la précarité énergétique. Le lancement de MaPrimeRénov' en 2020, qui a été le principal tournant, en tout cas avec cette prime distribuée par l'ANA, pour enclencher une dynamique très forte de massification à la fois en nombre de rénovations, donc avec plus d'1,5 million de ménages aidés en nombre d'aides, en termes de financement, plusieurs milliards d'euros depuis 2020, mais également en ambition des rénovations avec l'efficacité derrière, en visant les systèmes décarbonés, la sortie des énergies fossiles et en incitant les gestes de travaux les plus ambitieux. Donc on a été sur ce lancement de MaPrimeRénov' qui a permis d'aller très vite dans la massification de la rénovation énergétique, mais néanmoins on est sur un contexte où cette rénovation énergétique, c'est un processus complexe, lourd, alors pour plein de raisons, parce que déjà faire des travaux, on est rarement fan de se lancer à faire des travaux chez soi, c'est quand même complexe, on ne sait pas par où s'y prendre, on ne sait pas quelles aides on peut avoir droit, alors techniquement, administrativement, financièrement, ça coûte cher, on n'a pas forcément le temps pour s'en occuper, donc et surtout ça nécessite une réponse adaptée à chaque logement, à chaque personne, à chaque projet de vie. C'est pas la même chose si on achète un logement qu'on ne l'habite pas encore, ou si on est dedans et qu'on a des enfants et qu'on ne peut pas déménager. Donc voilà. Donc tout ce sujet d'un processus très complexe, engageant. Et du coup, tout l'objectif de l'accompagnateur Rénov', donc qui entre en vigueur en 2023, c'est de pouvoir apporter ce tiers de confiance dans la réalisation des travaux. L'enjeu, c'est vraiment de continuer à aller accroître toujours autant, même plus de ménages, mais d'aller donner confiance dans le fait de s'engager dans les travaux, de donner confiance dans le fait de pouvoir aller faire des travaux plus ambitieux, et surtout de conseiller comment aller à chaque étape vers plus de travaux, des travaux plus ambitieux, plus adaptés, et de viser aussi tout l'enjeu des rénovations performantes. Et d'identifier finalement les principaux freins aux travaux, qui est qu'au début, on n'a pas envie de faire des travaux, on ne sait pas par où s'y prendre, et on ne sait pas quelles aides demander, on ne sait pas administrativement comment ça se passe. Donc l'objectif, il est vraiment là, donc à la fois de stimuler la demande en renforçant, en simplifiant le parcours usager, si je le dis comme ça, relever le niveau d'ambition et de performance des rénovations. Un chiffre de l'accompagnement, ça a existé historiquement sur les aides ANA. Quand on demande aux ménages
Est-ce qu'ils ont fait plus de travaux? Dans 50% des cas, ils nous disent oui, on a fait plus de travaux auxquels on ne pensait pas. Enfin, c'est l'exemple classique du j'ai des fenêtres simple vitrage, je vais aller changer mes fenêtres et mon logement sera isolé. Non, ça va plus loin. Et du coup, d'avoir ce conseil personnalisé et de pouvoir aller simplifier les parcours. Simplifier le parcours, pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui peut répondre à la question de par où comment je m'y prends, par où je passe pour avoir quelle aide. Donc ça, c'est la mise en place. Alors une mise en place qui est aussi dans un cadre, j'évoquais l'arrivée de MaPrimeRénov' en 2022. Il y a également tout l'enjeu du service public de la rénovation de l'habitat et de se dire que en 2000, donc là, MaPrimeRénov' en 2020, en 2022, donc a été lancé le service public France Rénov', alors qui a pris la suite des espaces info énergie, des agences locales de l'énergie et du réseau fer qui était animé historiquement par l'ADEME. Mais l'enjeu a été de se dire qu'il y a un enjeu d'avoir ce guichet unique. Alors, si tant est qu'on puisse avoir un guichet unique qui traite toujours de tout, mais ce point d'entrée unique dans les parcours, avec ce côté service public de guichet sur l'ensemble du territoire à travers France Rénov', d'informations sur le site internet, par téléphone, etc. pour avoir toutes les informations conseils en porte d'entrée privilégiée du ménage, et ça c'est vraiment important. D'avoir quelqu'un de manière neutre, gratuite, à qui on puisse poser toutes les questions avant de s'engager. Et derrière, avec ce premier niveau d'information, de pouvoir se dire, en fait, ok, j'avais une question, je voulais savoir quelle était la puissance de chauffage à installer, est-ce que j'allais sur l'isolation ou est-ce que j'avais bien le droit accès à l'aide, donc c'est premier niveau. Et donc ça, c'est vraiment le premier niveau avec France Rénov', mais on se rend compte bien entendu qu'il y a l'enjeu d'aller plus loin dans l'accompagnement. Alors de l'accompagnement qui pouvait se faire sur les aides de l'ANA, MaPrimeRénov', Sérénité, qui pouvait se faire aussi dans un certain nombre d'espaces conseils France Rénov'. Mais l'enjeu de pouvoir le faire plus généralement et de pouvoir proposer à l'ensemble des ménages, dans tous les projets de rénovation dès qu'on va plus loin, cet accompagnement qui est l'étape d'après, en fait, le côté guichet, et qui peut être réalisé par différents types d'acteurs, mais d'aller jusqu'à chez le ménage, faire un audit énergétique, aider à la recherche d'entreprises en renvoyant vers les entreprises RGE du territoire, les plans de financement, etc., etc. Donc la logique, avec l'arrivée de mon accompagnateur Rénov', c'est vraiment de mettre cette deuxième brique après les espaces conseils France Rénov' pour aller plus loin dans l'accompagnement des ménages et aller également vers de l'accompagnement sur plus d'aide. Alors, quelles étapes? On est dans le cadre de l'accompagnateur Rénov'. Alors, sur la genèse de cette histoire, alors peut-être qu'on peut citer déjà le rapport d'Olivier Sichel en mars 2021, qui a mis en avant tout ce que j'évoquais sur l'importance de cet accompagnement et qui a mis en avant dans ce rapport notamment, et qui a vraiment posé politiquement le sujet de manière très forte et qui s'est retraduit dans la loi climat et résilience du 22 août 2021. Qui indique explicitement d'ailleurs que la délivrance de la prime de transition énergétique MaPrimeRénov' et de certaines aides à la rénovation énergétique de l'ANA seront progressivement conditionnées à un recours à l'accompagnement. Donc il y a ce cadre qui a été posé en 2021 avec le rapport Sichel puis la loi. Un enjeu en 2022 de rentrer dans l'opérationnalisation du dispositif avec un décret qui a été pris au cœur de l'été le 22 juillet, un arrêté d'application le 21 décembre et des éléments aussi sur les partages de données qui sont encore en cours de finalisation, mais sur des textes qui arriveront. Mais en tout cas, ce cadre réglementaire a pu être posé au cours de l'année 2022, ce qui fait qu'on rentre, pour être très concret, en 2023, dans l'enjeu de déploiement opérationnel et vraiment de rentrer là avec dès janvier cet accompagnement dans les formes de l'accompagnateur Rénov' obligatoire sur les aides MaPrimeRénov' Sérénité, désolé de l'acronyme sur les slides, et des aides aux propriétaires bailleurs liées à des dispositifs de conventionnement loc-avantage qui font l'objet de cet accompagnement obligatoire, mais à partir du printemps, donc une ouverture des procédures, une ouverture des plateformes de demande d'agrément. Et en septembre, l'accompagnement qui sera généralisé à des aides qui ne sont pas encore aujourd'hui soumises à accompagnement obligatoire. Donc les bouquets de travaux sur MaPrimeRénov', dès qu'on demande au moins 2 gestes de travaux et que l'aide dépasse 10 000 €. Et donc à partir de septembre, alors certains acteurs, je l'évoquais tout à l'heure, pour les aides ANA ou dans les espaces conseils, font déjà de l'accompagnement. À partir de septembre, on aura vraiment la procédure d'agrément pour l'ensemble des acteurs, ces acteurs historiques, mais d'autres acteurs, j'y reviendrai après. Et une période transitoire pour intégrer dans tous les dispositifs des collectivités jusqu'en 2024, juillet 2024. J'y viens pas en détail, mais l'enjeu étant de pouvoir aussi donner du temps dans les dispositifs locaux.
Donc alors quels sont les acteurs justement éligibles? Donc il y a les acteurs historiques qui le sont depuis le 1er janvier et qui auront un agrément formel pour septembre. Donc les espaces Conseil France Rénov, les opérateurs ANA, les acteurs. Alors ça peut être des collectivités ou des acteurs, des structures qui interviennent pour les collectivités dans les opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Et au 1er septembre, l'enjeu va être de pouvoir ouvrir à de nouveaux acteurs, donc des architectes, des auditeurs énergétiques, des entreprises certifiées RGE-Offre Globale ou des sociétés de tiers financement. Alors là, c'est pour dire un peu la porte d'entrée. Bien entendu, il y a des conditions en plus que cette porte d'entrée pour être éligible. Et j'y reviendrai justement par la suite. Donc, le principe de l'agrément, si on peut le dire rapidement, c'est que cet agrément, pour une structure, il va être valable à périmètre national. Une fois qu'on a l'agrément, on peut accompagner un ménage partout, finalement. Néanmoins, pour beaucoup des acteurs et que j'évoquais précédemment, ils vont être localisés localement avec des missions de visite et on n'a pas forcément la capacité à le faire partout. Donc, à la fois, l'agrément est valable nationalement, mais il va y avoir un périmètre dans l'annuaire de référencement pour identifier dans l'annuaire quelle est finalement la liste d'accompagnateurs Rénov à côté de chez soi pour un ménage. Et enfin, ces principes de l'agrément, c'est que ça pose, cet accompagnateur Rénov pose sur des prestations d'accompagnement qui sont définies dans les textes. Et désolé de la coquille de frappe, il y a un contrat avec le ménage et un rapport de fin de prestation qui seront nécessaires avec tout un ensemble de missions à réaliser qui sont définies dans les annexes des textes et j'y reviendrai rapidement. Avec quelques règles à respecter en plus de la porte d'entrée, donc une indépendance et une neutralité des futurs accompagnateurs Rénov, donc indépendant et neutre par rapport aux entreprises qui réalisent les travaux, mais également indépendant et neutre par rapport à des systèmes, types de systèmes. Un accompagnateur doit orienter quel que soit le type de logement et pas uniquement vers telle ou telle solution technique ou uniquement vers du chauffage ou uniquement vers de l'isolation. L'objectif est d'avoir cette neutralité par rapport aux audits énergétiques, de pouvoir orienter sur l'ensemble. Le deuxième point, c'est la réalisation en propre des missions avec la sous-traitance qui est aussi pour des enjeux de sécurisation des process et de tiers de confiance pour le ménage, une sous-traitance qui est limitée à seulement 2 cas spécifiques, aux audits énergétiques ou au cas quand on a d'autres missions qui dépassent la seule rénovation énergétique, quand on est sur un habitat dégradé, si on a de l'insalubrité, si on a de l'autonomie dans le logement à traiter par ailleurs, où là, ça ne va pas forcément être les mêmes acteurs et les mêmes compétences. Troisième point, c'est un rapport annuel à remettre sur l'activité, sur l'indépendance, etc., pour le suivi des accompagnateurs, bien entendu. Des possibilités de contrôle, bien entendu, également, et qui peuvent aller jusqu'à des retraits, si jamais il y a des difficultés poussées. Donc des contrôles sur les prestations d'accompagnement, mais également des contrôles sur la structure, l'éligibilité, de vérifier que l'éligibilité à la structure est toujours vérifiée. Et enfin, des signalements et orientations quand on est dans de l'habitat. Je vais le dire de manière très caricaturale et schématique. Si on est dans un logement qui est insalubre, on ne va pas faire que de la rénovation énergétique. Donc il va y avoir cet enjeu de signaler s'il y a des désordres sur la base de grilles de dégradation qui seront fournies par l'ANA dans les mois qui viennent. Donc voilà, c'est sur les principes clés de l'agrément. Et maintenant, plutôt pour rentrer sur les missions, de dire que sur ces missions, alors c'est un accompagnement multi-thématique qui est inspiré de ce qui existait historiquement sur Habiter Mieux Sérénité, devenu MaPrimeRénov Sérénité, sur les actes, désolé du jargon, A4, A4 bis pour les espaces Conseil France Rénov, mais c'est un accompagnement qui va être à la fois sur la technique, l'audit, la réalisation ou la prise en main de l'audit, les conseils des scénarios de travaux, etc., administratif, donc le recours aux aides, social, ça peut être sur les cas notamment pour les ménages modestes, et financier sur le plan de financement et l'orientation vers les différents types d'aides, MaPrimeRénov, les C2E, ou les financements du reste à charge par des prêts par exemple. Des prestations, donc un accompagnement qui va être à la fois en amont, pendant les travaux et à la prise en main du logement avec 2 visites obligatoires en début de parcours et post-travaux, des contrats, un rapport de fin de prestation et des prestations complémentaires qui vont être possibles et voire même des prestations renforcées. J'évoquais les cas de dégradation, d'autonomie dans le logement liés au vieillissement par exemple, des prestations renforcées possibles. Alors, je mets une différence parce qu'on nous pose souvent la question, un mandataire. Sur MaPrimeRénov, on peut avoir des mandataires qui vont demander l'aide, aider le ménage à demander l'aide. L'accompagnateur Rénov, il peut être mandataire. Forcément, il peut aller demander l'aide pour le ménage. Après, le mandataire, il intervient sur le volet, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, il intervient sur les volets administratifs et financiers.
L'idée de l'accompagnement, ça va donc vraiment être de pouvoir couvrir à la fois des actions qui sont plutôt liées par des mandataires aujourd'hui sur MaPrimeRénov', donc qui vont être en mandat du ménage pour aller aider à demander l'aide, voire pour percevoir l'aide et faire une avance de fonds, mais également sur les enjeux techniques, sur l'enjeu social, donc à un point de vue beaucoup plus large que le seul volet de mandat tel qu'il est réalisé de manière générale. Donc sur les prestations, sur l'agrément, petit retour en arrière sur l'agrément pour dire qu'il y aura une plateforme qui sera mise en ligne. J'ai pu l'évoquer au début, une mise en ligne prévue pour le printemps et une plateforme qui sera à la fois accessible 100% en ligne, qui permettra aux candidats de suivre l'ensemble du parcours et d'avoir le lien avec le service instructeur également, mais également une plateforme qui servira derrière au service instructeur pour suivre les demandes et suivre les différentes étapes de la demande de bout en bout jusqu'au fait de pouvoir éditer les rapports, l'agrément, et d'ailleurs suivre par la suite la vie de l'agrément, les renouvellements, les rapports annuels, etc. Donc, par rapport à tout ça, j'évoquais tout à l'heure le calendrier, j'ai évoqué aussi en introduction le fait de dire qu'il y avait une présentation un peu plus longue que ce que j'ai pu faire, que ce que je peux faire cet après-midi, qui a eu lieu le 26 janvier. Le lien doit pouvoir se retrouver, ou je peux vous le renvoyer, pour aller un peu plus en détail sur ce qui a été évoqué, avec l'enjeu aussi de bien poser tous les cadres réglementaires, d'expliciter les cadres réglementaires tels qu'ils ont pu être posés dans le décret et l'arrêté. Néanmoins, on va avoir un enjeu. Toute l'année 2023 va être vraiment l'année de mise en œuvre opérationnelle. Dans l'année de mise en œuvre opérationnelle, donc il y a l'ouverture de l'agrément au printemps, mais il y a aussi le fait de dire qu'on va élargir à partir de septembre à de nouvelles aides avec les prestations qui seront liées. Donc il y a vraiment ces deux phases opérationnelles d'ouverture de l'agrément, de délivrer l'agrément et de réaliser derrière l'ensemble des prestations telles que définies. Donc il va y avoir plusieurs temps d'échange tout au long de l'année et de toute façon les invitations seront très largement partagées, mais notamment des temps à venir. J'évoquais une ouverture de la plateforme au printemps. Forcément il y aura des temps d'échange en amont pour cadrer quelles sont les attentes, des guides pas à pas sur le candidat, qu'est-ce qu'on met, enfin bref. Si je caricature côté ANA, ce qui nous importe, c'est que les dossiers qui nous arrivent, ils soient alors faits dans les règles de l'art, non pas tant parce qu'on aime qu'ils soient faits dans les règles de l'art pour être faits dans les règles de l'art, ne serait-ce que parce que pour l'instruction, c'est beaucoup plus simple pour nous également. Donc l'enjeu va être de préparer en amont pour pouvoir aussi préciser tous les attendus, comment on doit lire aussi le décret et l'arrêté sur les différentes pièces jointes là-dessus. Donc des temps d'échange, des guides techniques, de l'outillage également derrière sur les prestations d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on va attendre quand on va dire qu'une rénovation MaPrimeRénov' doit faire l'objet d'un accompagnement obligatoire? Qu'est-ce qu'on en attend concrètement dans ces contrats, dans ces rapports de fin de prestation? Qu'est-ce qu'on va instruire également? Comment on va pouvoir financer derrière toutes ces prestations? Des éléments aussi liés à la communication. Désolé, je le fais un peu dans le désordre par rapport à la slide, mais tout y est là-dessus. Donc en termes de communication, de mise à jour dans les guides des aides notamment, où on a déjà pu mettre en avant cette obligation d'accompagnement dans certains cas, de pouvoir aussi apporter les informations à la fois aux ménages mais aussi aux professionnels qui souhaitent devenir accompagnateurs rénov ou aux professionnels de travaux s'ils interviennent sur des rénovations pour lesquelles l'accompagnement est obligatoire. Et enfin, surtout l'accompagnement l'accompagnement à la mise en place de l'accompagnateur rénov, ça fait, on aime bien ce mot, mais la publication par rapport à l'ensemble, beaucoup de questions qui nous ont été posées, et donc je vous renvoie également sur le site écologie.gouv.fr sur lequel a été mis en ligne la semaine dernière une FAQ assez détaillée. Donc vous la trouverez dans la partie rénovation énergétique sur le site écologie.gouv.fr. Cette FAQ qui répond déjà à pas mal des questions. Donc alors comme je vous l'ai promis, j'ai fait un peu rapide, mais je pense qu'il doit y avoir des questions. 14h18, donc on a 12 minutes pour les questions. Je vais mettre mes écouteurs en même temps. Normalement, des micros doivent circuler dans la salle. Voilà, parfait. Donc, je vous propose de lever la main si jamais vous avez des questions ou autres. Là, c'est bon?
Bonjour, comment se fait le financement de cet accompagnateur et est-ce que l'accompagnement pour les ménages est-il 100% gratuit? Merci. Alors, le financement n'est pas, les modalités de financement n'ont pas encore été communiquées et le seront dans un avenir proche par les ministères. Donc je renvoie pour ça la réponse qui a pu être faite dans le webinaire que j'évoquais tout à l'heure le 26 janvier par Simon Hufto, donc coordinateur interministériel à la rénovation énergétique. Donc les modalités de financement seront précisées quand on les connaîtra. Merci. Oui, j'ai une question. Vous avez évoqué le principe de neutralité de mon accompagnateur Rénov'. Est-ce qu'il y aura un système de contrôle si jamais il y a des déviances qui étaient relevées? Par exemple, de mon accompagnateur Rénov' qui outrepasse les prescriptions que pourrait faire l'artisan de chantier. Alors, la première question est plus simple à répondre que l'exemple. Mais globalement, oui, il y aura des contrôles de prévus. Des contrôles de... Alors déjà, pour l'indépendance et la neutralité, il y aura un certain nombre de pièces à fournir au dossier. Alors les pièces sont en annexe de l'arrêté, je ne vais pas les reciter là. Mais pour s'assurer dans la délivrance de l'agrément que finalement, une entreprise de travaux ne peut pas être en même temps accompagnateur Rénov', par exemple. Donc il y aura au moment de l'agrément une vérification. Il y aura après des contrôles à la fois sur la réalisation des prestations d'accompagnement, au même titre qu'on fait des contrôles quand on délivre des aides MaPrimeRénov', et des contrôles qui pourront être sur la structure si jamais il y a des doutes qui remontent. Avec des enjeux également de pouvoir, côté ANA, travailler si on a des... Enfin, les contrôles, ils vont se faire par rapport à des plans de contrôle que je ne vais pas communiquer, mais on peut avoir différentes choses. Ça peut être des signalements de collectivités, d'espaces conseils, des comités régionaux d'habitat et hébergement qui donneront un avis. Ça peut être aussi lié à nos propres analyses de données, par exemple, si on voit qu'un accompagnateur Rénov' a fait 200 dossiers avec exactement la même entreprise pour poser les mêmes travaux, on va se dire qu'il y a un sujet. Il peut y avoir différentes sources et il pourra y avoir des contrôles, donc à la fois sur les prestations et finalement si les règles de l'agrément sont toujours respectées ou s'il y a des présomptions. Après, sur votre question par rapport au fait qu'il y ait des prescriptions des artisans, les artisans vont être dans leur rôle de prescription. Alors si je comprends bien votre question, c'est eux qui vont faire un devis. L'accompagnateur ne va pas être là pour faire le travail de devis à la place de l'artisan. Il peut être en conseil au ménage pour aider à comprendre le devis, pour aider à orienter, poser les bonnes questions, etc. Mais ce n'est pas lui qui va faire le devis et ce n'est pas lui qui va faire les travaux. Donc sur les prescriptions techniques, une fois qu'il y a des devis, etc., le rôle de l'accompagnateur Rénov' n'est pas en tout cas d'être en contrôle en tant que tel de l'entreprise. Et ça me ramène à un point quand même important, c'est de dire que l'accompagnateur Rénov' en tant que tel, ce n'est pas une définition de maîtrise d'œuvre comme on peut l'entendre dans le bâtiment. Ça n'empêche pas que certains maîtres d'œuvre puissent faire ces missions d'accompagnateur Rénov', et notamment des architectes par exemple, sous réserve de l'ensemble des dispositions d'indépendance et de neutralité. Donc ça ne l'empêche pas, mais ce n'est pas automatique. Bonjour. Est-ce que le prix des audits seront, des prestations des accompagnateurs seront fixés ou ce sera propre à chaque accompagnateur ? Alors sur les modalités de financement, je ne peux pas répondre. Sur les prix, je pense qu'il est compliqué de se dire que on est dans le cadre des directives services, etc. Et en m'avançant un petit peu par rapport à ce qu'on a pu communiquer sur les financements, je pense qu'il va être compliqué de se dire que le prix sera exactement le même dans tous les cas, sur toutes les missions, dans toutes les situations. Ça ne va pas être la même chose dans un territoire urbain, rural, ça ne va pas être la même chose suivant aussi la complexité potentiellement du projet, etc. Aujourd'hui, d'ores et déjà, si on MaPrimeRénov' Sérénité, il peut y avoir des prix différents en fonction des territoires ou des structures. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Une petite question sur les profils des professionnels qui pourront porter cette prestation à venir. Vous évoquiez 4 profils qui sont ceux en fait éligibles à la qualification actuelle RGE Audit Maison Individuelle. Or, on a depuis le 4 mai 2022, applicable au 1er avril, un audit réglementaire obligatoire pour certains logements classés F et G. Et il faut savoir que la DHUP et le ministère travaillent sur la fusion de ce nouvel audit avec l'audit RGE. Qu'en est-il donc d'un lancement de votre dispositif fin d'année où ne figurent pas ces professionnels alors qu'ils devraient potentiellement fusionner avec l'autre audit? Merci. Alors, le fait d'être accompagnateur Rénov' n'est pas
une équivalence avec le fait d'être auditeur. Le sujet, c'est que les missions d'accompagnateur Rénov intègrent différents volets, notamment techniques, qui peuvent être assez proches de compétences qu'on peut avoir en devenant auditeur, mais également administratives sur les aides financières, etc. Avec des compétences en plus où un auditeur ne sera pas automatiquement, il devra prouver qu'il a les formations sur les différents volets, etc. s'il souhaite candidater. Donc déjà, il n'y a pas forcément équivalence. Aujourd'hui, dans les textes, et pour répondre d'un point de vue administratif, quand bien même il peut y avoir des discussions sur les cadres d'audit, aujourd'hui il est prévu que l'on soit sur les règles de l'audit, des audits RGE en gros, pour être éligible sur la catégorie auditeur. Après, les architectes peuvent l'être dans d'autres cadres, notamment d'ailleurs s'ils n'ont pas les qualifications pour faire des audits en sous-traitant les missions d'audit. Les espaces conseils France Rénov ne sont pas forcément auditeurs. Pareil pour les structures qui accompagnent historiquement l'ANA. Les opérateurs historiques auprès de l'ANA. Mais voilà. Donc aujourd'hui, dans les règles d'entrée, c'est vraiment la qualification RGE audit. Bonjour. Merci pour votre présentation. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y avait des plans de formation clairement identifiés pour les futurs accompagnateurs Rénov qui vont faire une nouvelle demande d'agrément et qui ne font pas partie de France Rénov pour l'instant? Alors, le rôle de l'ANA sur la mission va être de délivrer l'agrément et de s'assurer, quand on délivre l'agrément, que les acteurs disposent des compétences, des formations, etc. et qu'ils aient élaboré un plan de formation qui sera d'ailleurs pas toujours exactement le même. Il peut y avoir des formations en interne, des opérateurs historiques qui interviennent par exemple auprès de l'ANA peuvent avoir des plans de formation en interne. Il peut y avoir des plans de formation extérieurs, il peut y avoir différents types de formations. Donc l'ANA ne va pas former ces acteurs, l'ANA délivre un agrément basé sur des compétences à justifier là-dessus. Après, on a bien conscience qu'il y a un sujet d'orientation potentiellement sur les formations, etc. Il y a des programmes C2E qui peuvent porter un certain nombre de formations qui pourraient être assez proches finalement là-dessus. C'est un travail qu'on va faire aussi avec le ministère de pouvoir peut-être, si on veut outiller, orienter là-dessus. Il existe déjà des formations et forcément les preuves de formation vont être adaptées. Un architecte a de la compétence technique, il va peut-être montrer aussi qu'il a fait des formations sur l'audit RGE, sur les aides. À l'inverse, un acteur auditeur va peut-être pouvoir prouver qu'il a eu des formations sur les aides à la rénovation. Ça va être adapté aussi au profil, au type de structure là-dessus. Non, C'est bon ? C'est bon. Oui, je disais donc que les sociétés de tiers financement seraient agréées. Donc nous, en région Hauts-de-France, on en a une qui est même le produit une régie créée en 2015 et qui fait un accompagnement en tant que tiers de confiance, puisqu'il y a vraiment cette étiquette publique, ce qui n'empêche pas, puisqu'on est déployé maintenant à l'échelle de tout le territoire des Hauts-de-France qui est assez vaste, d'avoir aussi des missions de sous-traitance, parfois par des opérateurs ANA, parfois par d'autres opérateurs, puisqu'ils fonctionnent avec des marchés publics. Et donc, si ces opérateurs ont un agrément, pourquoi ne pas avoir une possibilité de sous-traitance quand on a déjà cet accompagnement par une société de tiers financement qui fait vraiment du tiers de confiance et dont d'ailleurs le prix de la prestation n'est pas fonction du montant des travaux prescrits. Voilà. Alors, l'interdiction de la sous-traitance reste, ou la limitation de la sous-traitance plutôt pour être exact, est définie aussi pour éviter un certain nombre de risques, de dérives, etc. Après, un acteur qui peut faire toute la prestation peut le faire. Il faudra qu'on regarde très spécifiquement le cas des sociétés de tiers financement public portées dans certaines régions, avec deux cas, soit un cas où il y a une réalisation de l'ensemble des missions hors audit et prestations renforcées, ou alors s'il y a une sous-traitance à un opérateur qui lui est agréé, potentiellement une modalité où ça va être cet opérateur agréé qui va être l'accompagnateur Rénov du ménage, ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir une société de tiers financement qui accompagne par ailleurs. Donc il y a le schéma opérationnel est peut-être encore à peaufiner là-dessus sur l'articulation, mais forcément si les missions telles que définies dans l'arrêté sont réalisées par un opérateur agréé, le ménage a un accompagnateur Rénov qui est l'opérateur agréé, quand bien même, voilà. Après, il faut qu'on regarde très opérationnellement comment la chose peut se mettre dans le cadre des textes actuels.
Oui, bonjour, merci pour votre exposé. Alors c'est une question, mais je ne sais pas si c'est une question ou une suggestion. Le fait qu'il y ait un accompagnateur sur des projets de rénovation et qu'il soit du coup aussi qu'il y ait une subvention derrière, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que l'accompagnateur soit aussi là 1 an ou 2 ans après la réalisation des travaux? Dans quelle mesure les personnes s'emparent de leur logement et arrivent à faire des économies d'énergie? Parce que c'était peut-être le but in fine. Alors c'est un point intéressant qui reboucle aussi sur potentiellement le suivi des consommations post-travaux qui peut suivre là-dessus. Alors aujourd'hui dans le texte, si je prends déjà un exemple, les principales évolutions par rapport à ce qui existait sur l'accompagnement dans les dispositifs ANAM, MaPrimeRénov', Sérénité ou sur les actions France Rénov', c'est déjà une deuxième visite post-travaux qui a été rendue obligatoire justement pour ce côté de bonne utilisation du logement, de l'appropriation, de si on a mis des thermostats, comment on l'utilise, ou les systèmes de chauffage, etc. Après, votre piste sur comment on le suit 1 an, 2 ans après est effectivement un point intéressant. Aujourd'hui, ce n'est pas formalisé tel quel dans l'arrêté, mais c'est effectivement des pistes de travail qui sont intéressantes, qui vont également avec tous les sujets de suivi des consommations post-travaux. Alors je vois qu'il doit être à peu près 30. Est-ce qu'on va devoir s'arrêter maintenant? Donc oui, donc je vais juste conclure en un mot en disant que j'ai conscience qu'une demi-heure, c'est un peu court, mais je vous renvoie vers le webinaire, et je le redis pour la 3e fois, mais jamais 203, vers le webinaire du 26 janvier qui a pu être un peu plus long pour aborder les sujets de présentation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vers la FAQ, la foire aux questions sur le site écologie.gouv.fr, qui traite d'un certain nombre de questions et qui sera enrichi au fur et à mesure. Et un troisième point vers, pour les acteurs qui souhaitent être agréés ou pour la suite, de toute façon, il y aura des temps d'échange tout au long de l'année 2023 et après. Donc on aura l'occasion d'avoir d'autres temps d'échange au cours de l'année. Je pense qu'on va juste le mettre un peu à la sortie parce que ça entraîne après, mais j'arrive. Je prends mes affaires et j'arrive.